C'est une affaire sordide aux multiples rebondissements. Une affaire qui commence en octobre 2005 par la découverte d'un cadavre de nourrisson dans un sac abandonné sur un balcon. Lorsque les parents sont interpellés, les deux autres enfants de la mère, Jason et Melissa, ne sont pas avec eux. Les policiers ne les retrouveront pas vivants. Ils ouvrent le coffre et ils trouvent là aussi des sacs poubelles avec les corps des enfants. Le frère et la sœur ont été empoisonnés. Alors, qui, du beau-père ou de la mère, est l'instigateur de ces meurtres? Le beau-père, visiblement manipulateur et flambeur, ou la mère, qui semble froide et insensible? Je ne l'ai jamais vu pleurer ou exprimer le moindre sentiment. Il ne faudra pas moins de 2 procès pour que la justice perce le mystère qui plane entre les époux Staines. Quelle était la nature de leur relation? Pour quelles raisons ce couple a-t-il empoisonné Jason et Melissa? Dans ce quartier tout proche du stade Vélodrome de Marseille, en octobre 2005, un huissier du cabinet Renault se rend dans cet immeuble du boulevard Rabateau. Le loyer n'est plus payé depuis plus de 2 ans et le propriétaire décide de faire procéder à l'expulsion. Il bénéficie d'ailleurs d'un jugement d'expulsion à ce moment-là. L'huissier monte au 6e étage. Personne ne répond. L'huissier fait vider entièrement l'appartement par les déménageurs qui l'accompagnent. Et lorsque l'un des déménageurs se dirige vers le balcon, il aperçoit des sacs poubelles. Et machinalement, sans doute maladroitement, il donne un coup de pied dans l'un des sacs. Et ce sac s'ouvre et toutes les personnes présentes dans l'appartement sont prises d'une odeur de putréfaction. À l'intérieur, il découvre quelque chose d'inimaginable. Le cadavre décomposé d'un nourrisson. La brigade criminelle de Marseille est immédiatement chargée de l'affaire. Les enquêteurs interrogent les voisins, mais personne n'a vu les locataires depuis plus de 15 jours. Il s'agit d'un couple, Jean-Paul Staines, 36 ans, et Marie-Hélène Martinez, 26 ans. La voiture du couple, qui est une BMW, n'est plus garée dans le quartier comme d'habitude. Marie-Hélène Martinez a déjà 2 enfants d'un précédent mariage. Jason, 7 ans, et Melissa, 8 ans. Ils vivent ici tous les 4 et la mère était sur le point d'accoucher d'un 3e enfant. Les époux Staines sont immédiatement inscrits au fichier des personnes recherchées. Le lendemain de cette découverte, la police reçoit l'appel d'un hôtelier de Salon de Provence. Il déclare qu'un couple s'est installé chez lui en pension complète depuis maintenant presque 1 mois et qu'il craint qu'ils ne partent sans payer. Ça faisait un long séjour qu'ils étaient là, ils avaient payé une partie et ils nous devaient encore pas mal d'argent. Donc ça s'est passé le vendredi soir où dans la semaine, notre directeur, en discutant avec la réceptionniste, lui a demandé de voir avec lui pour récupérer, qu'il vienne payer. Donc oui, je passerai. C'était 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais le couple ne se présente pas pour payer sa note. Et puis cet homme et cette femme semblent étranges aux yeux de l'hôtelier. Ils prétendent être venus se reposer après une fausse couche éprouvante. Mais leur comportement semble inadapté à cette situation. Et mon directeur, il y a quelque chose qui a cloché, quoi. Il y a quelque chose qu'il ne sentait pas. En sachant que lui, la réaction qu'il a eue en ayant perdu un enfant, la façon de parler, de répondre, en fait, il y avait ce décalage, quoi. Il voyait que c'était pas... quelque chose qui n'allait pas. Donc il a demandé à notre réceptionniste d'appeler la police à tout hasard pour voir s'il n'y avait pas quelque chose sur ce personnage, quoi. La standardiste téléphone au commissariat de Salon de Provence pour signaler ses clients suspects nommés Staines. Ce nom, c'est celui du couple signalé 24 heures plus tôt lors de la découverte du cadavre d'un nourrisson à Marseille. Immédiatement, les policiers marseillais dépêchent 6 hommes à Salon de Provence. Ils m'ont demandé de les accompagner jusqu'à la chambre. Et puis ils m'ont demandé d'ouvrir la porte et ils sont rentrés dans la chambre.
Les époux Staines sont interpellés à leur hôtel puis placés en garde à vue. Immédiatement, les policiers s'inquiètent de ne pas voir Melissa et Jason, les enfants de Marie-Hélène. Jean-Paul Staines leur révèle alors que les enfants sont morts 1 mois auparavant, d'après lui, d'une intoxication alimentaire. L'homme prétend d'abord ignorer où sont les corps, puis finalement, la mémoire lui revient. Il leur dit voilà, les corps sont dans le coffre d'une BMW dans un garage depuis plus de 3 semaines dans un quartier de Marseille. Staines conduit alors les policiers dans un parking du quartier des Vieux Cyprès à Marseille, où est garée la voiture. Dans le coffre, les enquêteurs trouvent effectivement 2 cadavres putréfiés. 2 jeunes enfants morts, le cadavre d'un nouveau-né. Face à la brigade criminelle, le couple Staines va maintenant devoir s'expliquer sur ces 3 décès. Pendant sa garde à vue, Jean-Paul Staines reconnaît immédiatement qu'il est le responsable de la mort des enfants. Dans ses premières auditions, il prétend en fait qu'il voulait se suicider, mais qu'il ne souhaitait tuer ni ses enfants, ni son épouse, enceinte de 8 mois. La première explication, un peu cohérente, mais il aura changé 10 fois de version dans ses déclarations, tant au niveau de la garde à vue que devant le juge d'instruction. Ce sera de dire « ma vie était brisée, devant et submergée par les difficultés financières ». Rongé par les problèmes d'argent, Jean-Paul aurait donc voulu mettre fin à ses jours. Gérant d'une société de fruits et légumes, il s'était fait licencier 2 ans plus tôt. Son épouse n'était pas au courant et ne travaillait pas. Le couple n'avait plus aucune ressource. Il laisse entendre que comme il avait la pression de l'huissier qui, au fond, lui avait fait valoir qu'une expulsion imminente devait intervenir de leur logement, qu'il sait qu'il n'a pas de solution de repli, qu'il va devoir donc laisser comprendre à son épouse, à ses enfants, quelle est sa véritable identité, sa véritable situation, eh bien, il envisage, plutôt que de dire la vérité, de reconnaître l'inconfort actuel, il envisage un scénario radical. Sa solution, se suicider. Mais pour cela, Jean-Paul souhaite se retrouver seul et décide d'endormir toute la famille. Il explique avoir broyé un cocktail de médicaments très puissant. C'était les médicaments de la mère de Staines. Staines avait pris ces médicaments à sa mère, barbiturique, anxiolytique et produit contre les épileptiques. Produit donc extrêmement dangereux, délivré sous ordonnance. Staines mélange ensuite son cocktail de médicaments dans le plat du soir, des cannelloni. Staines a fait la cuisine, ce fameux soir. Les enfants sont rentrés joyeux de leur journée qu'ils avaient passée avec leur papa. Il fait cuire les cannelloni. Elle va en manger avec ses enfants. Lui serait au régime et mangera de la salade ou autre chose, comme par hasard. Elle trouvera à ces cannelloni un goût amer, les enfants aussi, ils en mangeront assez peu. Quelques heures après avoir mangé les cannelloni, Marie-Hélène, son épouse, enceinte de 8 mois, serait tombée dans le coma pendant 48 heures. Elle se serait réveillée en accouchant. Elle a vu qu'il est né bleu, donc cyanosé comme on dit, et donc elle a compris que quelque chose s'est passé qui fait qu'il n'est pas dans un état normal. Elle a déjà eu 2 accouchements, elle sait ce que c'est. Marie-Hélène survit au repas empoisonné et à l'accouchement, mais l'enfant qu'elle porte serait donc mort-né. Quant à Jason et Melissa, ils n'ouvriront plus jamais les yeux. C'est une mort lente, les enfants se sont endormis, ils ne se sont jamais réveillés, ils ont dû faire un arrêt cardiaque en raison de la surdose médicamenteuse. Après 2 jours de garde à vue, le père change de version. Il ne parle plus d'accident, il avoue qu'il avait bien la volonté d'éliminer toute sa famille. C'est tuer les enfants, tuer son épouse et se suicider dans un second temps. Les enfants auraient donc été assassinés. De son côté, Marie-Hélène Martinez, elle, n'a qu'une seule et unique version de cette soirée tragique. Je n'ai rien vu, je n'ai rien compris, je n'ai participé à rien.
Et je tombe des nues à la découverte de l'ensemble des éléments qui vont petit à petit s'accumuler dans le dossier. Marie-Hélène Martinez prétend donc qu'elle n'était pas au courant des plans de son mari. Après sa fausse couche, Jean-Paul Stains lui aurait expliqué que Jason et Melissa étaient morts d'une intoxication alimentaire et qu'elle ne pouvait pas voir leur corps, qui reposait à la morgue. Il lui suffit de lui dire que des autopsies sont en cours, que le mécanisme est long, qu'on ne peut pas voir les enfants, qu'il se charge de tout. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Marie-Hélène Martinez s'en serait tenue à cette explication. Mais lorsqu'elle raconte sa version des faits, elle semble être dans un récit automatique. Elle fait une étrange impression aux enquêteurs. Il y a un enquêteur qui a déposé, un policier qui avait entendu Madame Martinez pendant sa garde à vue et qui déclarait qu'il avait le sentiment qu'elle lui récitait une leçon. Dès le début de l'enquête, les enquêteurs notent qu'elle n'a pas le comportement d'une mère éplorée par la perte de ses enfants. Déjà lors de l'arrestation du couple à l'hôtel, les policiers avaient retrouvé des effets personnels surprenants, vu les circonstances. On a retrouvé des photos de leur mariage, des photos de Madame Martinez en petite tenue, des PlayStation et également de revues à caractère pornographique. Des bijoux également de Madame Martinez qui avait amené tous ces bijoux. Et curieusement, on n'a pas retrouvé une photo des enfants. À l'issue de la garde à vue, Jean-Paul Stains est mis en examen pour homicide volontaire et empoisonnement. Il est placé en détention. De son côté, Marie-Hélène Martinez est poursuivie pour recel de cadavres. Stains s'étant accusé des faits, elle est néanmoins laissée libre sous contrôle judiciaire. Mais Jean-Paul Stains est-il vraiment le seul instigateur de la mort des enfants ? Pour déterminer la responsabilité de chacun, les enquêteurs vont plonger dans l'univers du couple Stains. Leurs investigations vont s'orienter sur les profils psychologiques de Jean-Paul et de Marie-Hélène. Afin de déterminer le rôle de chacun, les policiers s'intéressent au mode de fonctionnement du duo Marie-Hélène Martinez-Jean-Paul Stains. Se dessine l'idée d'un homme manipulateur qui aurait séduit une femme jeune et fragile. Il l'avait sous sa coupe, il l'a manipulée et c'était au fond la partenaire, c'est ce que disait l'expert, idéal pour un personnage comme lui, pour un pervers narcissique. Marie-Hélène serait donc sous l'emprise de cet homme. Et ce depuis leur rencontre 5 ans plus tôt. À l'époque, Marie-Hélène Martinez a 21 ans. Elle est serveuse dans un restaurant d'un centre commercial, à Aubagne. Un jour, il va au restaurant à midi et rencontre Marie-Hélène Martinez qui le sert. Et là, il a une sorte de révélation, un coup de foudre, et il décide, tous les midis, d'aller déjeuner dans ce restaurant. Petit à petit, donc, il sait montrer sa belle voiture, il sait se montrer généreux dans ses pourboires, il sait lui parler de sa situation florissante, qu'il présente comme florissante. Lorsqu'elle rencontre Jean-Paul, Marie-Hélène est mariée avec le père de ses 2 enfants. Une vie de famille modeste et un peu terne. Stains va arriver un peu comme un rêve. En gros, c'est la princesse qui découvre le prince charmant. Marie-Hélène finit par quitter le père de ses enfants pour s'installer à Marseille avec Stains, Jason et Melissa. Leur mariage est fastueux. Il va louer des limousines lorsqu'il va faire une soirée, j'allais dire, de millionnaire, et que la fête bat son plein, le mariage bat son plein, on se rend compte qu'il veut en foutre plein la vue. Marie-Hélène vit un conte de fées. D'après les témoignages, il ne fait aucun doute que Jean-Paul Stains était fou amoureux d'elle et qu'il aurait été prêt à tout faire pour lui plaire. Il va, d'ailleurs en utilisant un certain nombre de subterfuges, tenter de lui faire croire au travers des voyages, au travers des séjours au ski, des restaurants, des sorties, etc., des projets également. Et il va laisser penser que finalement elle est rentrée dans un nouvel
un nouveau temps de son existence qui est un temps doré, un temps romanesque. Marie-Hélène n'a plus besoin de travailler. Le problème, c'est que la vie de Pacha coûte cher. En outre, l'année de son mariage, Jean-Paul a perdu son emploi. Pour entretenir les rêves de son épouse, il a volé de l'argent à son associé. Après son licenciement, Stains survit seulement de petites escroqueries. Tout le monde le décrit comme un escroc, c'est un escroc. Il a escroqué le père de son ami, Madame Guénaud, si je ne me trompe pas. Il a même escroqué sa propre mère. Il a escroqué ses associés. Jean-Paul s'enfonce dans le mensonge, fait croire à son épouse qu'il travaille encore. Il va jusqu'à promettre à sa princesse une villa à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il recherchait des villas tout à fait extraordinaires. Et il avait d'ailleurs même donné son aval pour l'une d'entre elles qui était évaluée à 750 000 euros. En attendant la villa qu'il ne pourra jamais s'offrir, Jean-Paul ne paie plus les loyers de l'appartement boulevard Rabateau. Et contrairement à ce qu'il fait encore croire à Marie-Hélène, il n'est pas propriétaire mais locataire. Un locataire sur le point d'être expulsé. Comme Jean-Paul Stains ne veut surtout pas que Marie-Hélène apprenne qu'il est ruiné, il l'isole petit à petit. Il va commencer à l'isoler socialement, familialement, amicalement. Il va lui prendre les clés il va lui soustraire les clés de la boîte aux lettres. Elle n'aura même plus les clés de la boîte aux lettres. Elle n'a pas les clés de la maison, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir sans lui. Jean-Paul va prévenir le directeur de l'école que la famille va déménager. Les enfants sont déscolarisés pendant 1 an. Il indique que ce n'est pas la peine de scolariser les enfants 1 mois pour qu'ils soient déscolarisés dans quelques semaines, qu'ils seront immédiatement scolarisés dès qu'ils auront acquis leur nouveau domicile, et elle va le croire. Et elle va le croire avec d'autant plus de facilité qu'il prend en charge, et plutôt très bien, c'est ce que l'on sait dans ce dossier, l'éducation des enfants. Pire, Antoine Correllejo, l'ex-mari de Marie-Hélène, n'arrive plus à voir ses enfants. C'est un homme qui était très attaché à ses enfants, qui se battait pour les voir. Donc il est allé 15 fois, 16 fois au commissariat de police pour déposer plainte. Malgré toutes ces démarches, il n'obtient leur garde qu'épisodiquement. Pendant toute cette période, Marie-Hélène s'en serait entièrement remise à Stains. Elle l'aurait cru aveuglément, le laissant tout décider de leur vie. Pour elle, Stains est un dieu, tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Marie-Hélène serait-elle sous influence ou faussement naïve? A-t-elle une responsabilité dans la mort des enfants? La suite de l'enquête va jeter une ombre sur son innocence. Huit mois après les aveux de Stains, des analyses apportent un nouvel éclairage. Il s'agit d'expertises de cheveux qui vont fournir aux enquêteurs des données supplémentaires. Des informations que les autopsies de Jason et Melissa n'ont pas pu délivrer. Et on va s'apercevoir qu'ils ont pris ces médicaments dans des doses extrêmement importantes, sur une durée de 9 mois, antérieure aux faits. Peut-être plus que 9 mois, mais on ne peut pas aller au-delà puisqu'on n'avait pas, les cheveux n'étaient pas assez longs. Jason et Melissa auraient donc été empoisonnés régulièrement et surtout bien avant d'avoir ingéré des médicaments mélangés au cannelloni. Et selon les experts, il était difficile, voire impossible, de ne pas se rendre compte de l'état des enfants. En règle générale, et en particulier chez les enfants, on voit, il y a des manifestations cliniques, il suffit de les observer, on voit lorsque quelqu'un est sous sédatif. Soit les enfants auraient été complètement amorphes et endormis, soit surexcités. Il serait donc difficile de croire que leur mère, qui les voyait tous les jours, ne se soit aperçue de rien. Nécessairement, elle avait vu les enfants drogués. À partir de ce moment-là, tout ce qu'elle racontait, on se rendait compte qu'elle mentait. Plus étonnant encore, les traces de médicaments retrouvés dans les cheveux de Marie-Hélène sont infiniment plus faibles. Elle affirmait pourtant avoir été empoisonnée comme ses enfants
le soir de leur dernier repas. Il y a 250 fois plus de substances médicamenteuses dans les cheveux des enfants. On retrouve des traces 250 fois plus élevées que celles qu'on retrouve dans les cheveux de Marie-Hélène Martinez. Le principal alibi de Marie-Hélène Martinez s'écroule. Difficile de croire qu'elle soit tombée dans le coma avec de si faibles doses. Et donc qu'elle n'ait rien vu le soir du drame. L'enquête prend alors une nouvelle tournure. Dans sa cellule, Jean-Paul Stains apprend par sa mère que Marie-Hélène a renoué des liens avec Antoine Correlejo, le père de Jason et Melissa. Marie-Hélène demande le divorce avec Stains et après cette passade avec son ex-mari, elle décide de refaire sa vie avec un autre homme dont elle attend un enfant. Au fond, l'espoir de la conserver, l'espoir de reprendre par la suite une vie commune s'est effondré. Et là, alors, il a totalement changé de version dans les explications qu'il peut donner quant aux faits. 1 an et demi après la mort des enfants, Jean-Paul Stains demande à revoir le juge. Et là, il lui livre une nouvelle version des faits. Il se présente comme le bras armé, celui qui a subi passivement, qui a essayé de l'aider en quelque sorte à agir ce scénario pour finalement tuer les enfants. Stains, qui s'était accusé de tout, désigne désormais son épouse Marie-Hélène. Elle continue à nier. Malgré cette déclaration qui l'accuse officiellement, elle reste libre. Beaucoup d'éléments s'accumulent contre Marie-Hélène Martinez, mais aucun n'arrive à prouver de manière irréfutable ni sa culpabilité, ni son innocence. Et c'est la question de sa responsabilité qui va animer tous les débats du procès qui s'est ouvert en septembre 2009. Si Jean-Paul Stains est en prison depuis 4 ans lorsque son procès débute, Marie-Hélène Martinez arrive libre, au bras de son nouveau mari. Immédiatement, son attitude choque. Elle est arrivée le jour de l'audience, étonnamment, comme si on était en fait sur les marches à Cannes. Et on a été sidérés de voir qu'elle arrivait tout apprêtée, maquillée, avec des lunettes noires. On a vu arriver une star. L'ambiance devient électrique. La tante de Jason et Melissa est convaincue de la culpabilité de Marie-Hélène Martinez. Elle est furieuse de la voir libre. Tu as tué mes neveux et ma nièce! Grosse pute! T'avais dit, il faut se calmer. Tu écris que j'ai autre chose où tu peux frapper! Tu as soulevé les mecs! Grosse pute! Ce procès, celui de Jean-Paul Stains, le meurtrier présumé, devient très rapidement celui de Marie-Hélène Martinez. Car les jurés doivent essayer de déterminer si oui ou non cette femme a participé au meurtre de ses enfants. À la barre, la froideur de Marie-Hélène Martinez surprend tout le monde. Même quand on abordait des problèmes extrêmement délicats, même quand on parlait des autopsies, qu'on parlait des enfants, qu'on avait quand même retrouvés en état de putréfaction dans le coffre d'un véhicule, elle n'a jamais, ou je ne l'ai jamais vue, pleurer ou exprimer le moindre sentiment. L'image de l'épouse sous emprise, naïve et victime de son mari, va aussi se ternir. Marie-Hélène semble au contraire avoir une certaine influence sur les hommes qui partagent sa vie. Au procès, 3 d'entre eux sont présents. Stains, bien sûr, mais aussi son nouveau compagnon et son ex-mari. Quand elle était à la barre, et quand on l'a été interrogée, et ça je ne l'avais jamais vu, il y avait 3 hommes qui la regardaient d'une façon complètement... enfin, c'était des amoureux éperdus. On avait Stains qui était dans son box, le père des enfants, M. Correlejo, qui la regardait avec une affection débordante, et on avait la personne avec qui elle avait fait donc un 4e enfant, alors qu'elle avait été laissée libre, qui lui-même est venu à la barre et qui la défendait becs et ongles. Antoine Correlejo, le père des enfants, est donc à ses côtés pour la défendre. C'est une femme qui a une mainmise forte sur les hommes. Ça, Correlejo, tout le long de l'instruction, tout le long des 2 audiences de la cour d'assises, n'a qu'un seul objectif, c'est la protéger
c'est clamer son innocence. Hein, il était partie civile, mais partie prenante dans la défense de Madame Martinez. Pour déterminer le rôle de Marie-Hélène, les experts vont devoir répondre à une question essentielle. A-t-elle, oui ou non, mangé le plat de cannelloni empoisonné? Si ce n'est pas le cas, elle n'était pas dans le coma au moment des meurtres comme elle le prétend. Une première analyse de ses cheveux montrait la présence de médicaments en faible quantité, mais dans une deuxième analyse, effectuée 18 mois après les faits, on ne retrouvait rien. Et en fait, j'ai expliqué à la cour que Mme Martinez faisait des traitements cosmétiques. Elle est authentiquement brune, elle se fait teindre en blond. Et bien le fait de faire des traitements cosmétiques fait qu'on ouvre les écailles des cheveux. Et lorsque vous ouvrez les écailles, vous perdez ce qui est incorporé. Les analyses ne peuvent donc pas déterminer si Marie-Hélène a mangé ou non les cannelloni. S'il est établi que les enfants ont été empoisonnés pendant au moins 7 mois, les époux Staines nient farouchement être impliqués dans cet empoisonnement. Mais comment leur mère a-t-elle pu être aussi aveugle, n'avoir rien décelé d'anormal chez Jason et Melissa? Un manque de clairvoyance, un manque d'attention, tout aussi imputable au père des 2 enfants, qui, lui non plus, n'a rien vu. Lorsque le papa de Jason et de Melissa va les prendre au mois d'août pour les congés, il s'apercevra jamais que les enfants sont soit abattus, soit fatigués, soit dans un état anormal. Lors des audiences, les questions autour de la responsabilité de Marie-Hélène restent donc pour la plupart sans réponse scientifique formelle. Les jurés vont alors s'intéresser au volet humain de l'affaire, et notamment au comportement de Marie-Hélène lorsqu'elle vient de perdre 3 enfants et qu'elle s'installe à l'hôtel avec Staines. Elle ne demande pas des nouvelles de ses enfants. Elle se contenterait de sa version à lui qui lui indiquerait « les enfants ont été empoisonnés, pour l'instant ils sont à l'hôpital à Timone, on fait des prélèvements, elle ne passera pas un seul coup de téléphone ». Et encore une fois, ils vont passer 3 semaines en menant grand train dans cet hôtel, on va au restaurant, on va au zoo, on va... Ce détail choque particulièrement les jurés. Comment une mère peut-elle à ce point oublier la mort de ses enfants pour aller admirer des animaux sauvages? Staines, de son côté, frappe également par sa froideur. Staines, c'est un homme à sang-froid, c'est-à-dire qu'il encaisse tout. Donc du coup, quand on lui donne la parole, il va lui répondre, mais toujours sur un ton qui confine parfois jusqu'à l'indifférence, mais qui sonne faux pour les jurés. Quant au soir fatal, Jean-Paul Staines développe sa dernière version. Tout aurait commencé le samedi, la veille de l'empoisonnement, lorsque Marie-Hélène Martinez aurait compris qu'ils étaient ruinés et sur le point d'être expulsés. Leur situation financière ne leur permet plus de continuer. Il faut repartir, quitter cet appartement, une autre vie, une autre ville, et on ne peut repartir que sans les enfants. Et donc elle lui demande d'empoisonner les enfants. Ce que me confie M. Staines, c'est que c'est elle qui lui remet des médicaments. Mais face aux jurés, Marie-Hélène Martinez nie totalement avoir été la donneuse d'ordre dans cette affaire. Après 5 jours de débat, les jurés délibèrent. Jean-Paul Staines est condamné à 20 ans de prison ferme. Marie-Hélène Martinez, elle, est condamnée à 10 ans de réclusion. L'annonce du verdict retentit comme un coup de tonnerre. Convaincue de la culpabilité de Marie-Hélène, la tante de Jason et de Melissa craque. 10 ans pour avoir tué 2 enfants, 2 enfants. Elle a pas que 10 ans et elle ne fera pas 10 ans de prison. Elle a pas arrivé. Marie-Hélène prend alors une décision très risquée. La cliente vient de me dire « Je suis innocente, je veux faire appel ». Marie-Hélène refuse donc sa condamnation à 10 ans de prison. Mais en faisant appel, son avocat, lui, ne cache pas qu'elle prend un vrai risque. Je voulais jouer la sécurité, partant du principe qu'avec 10 ans de prison,
elle était libre au bout de 5 ans. Et que même si elle était innocente, c'est horrible à dire, son innocence de toute façon était discutable. Pour ce nouveau procès, Marie-Hélène Martinez décide donc de prendre de nouveaux avocats. Sa ligne de défense va tenir sur un objectif, essayer de chasser l'image de la femme froide et insensible qui lui avait été reprochée lors du premier procès. Comparaître devant une cour d'assises, c'est quelque chose de terrible. Il faut être un bon acteur, elle ne l'était pas. Il faut pouvoir être cohérente, expliquer ses sentiments, sa conscience, ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Elle était dans l'incapacité. Marie-Hélène ne réussit pas à convaincre. Quant à ses avocats, leur stratégie est de démontrer que Marie-Hélène a bien mangé les cannelloni empoisonnés et qu'elle est victime, elle aussi. Ils vont faire intervenir un toxicologue très réputé, mais qui ne parviendra pas à convaincre la cour. Les propos de ce toxicologue, dont j'ai oublié le nom, m'ont paru particulièrement confus et étaient également démentis par un autre expert, par Madame Burle, qui est expert au laboratoire de police scientifique de Marseille, qui n'était absolument pas d'accord avec les remarques qui étaient faites par ce toxicologue qui était cité en qualité de témoin. Au bout de 5 jours de procès, l'avocat général n'a plus aucun doute sur la culpabilité du couple. Ce dont je suis certain, c'est que tous les deux ont empoisonné ses enfants. Lors de son réquisitoire, il demande la perpétuité pour Jean-Paul Stains. Pour Marie-Hélène Martinez, il réclame 30 ans de prison. Au moment du verdict, ce jugement en appel s'avère beaucoup plus sévère qu'en première instance. 30 ans pour Jean-Paul Stains, 20 ans pour Marie-Hélène Martinez. Jean-Paul Stains accuse le coup, mais Marie-Hélène Martinez, elle, continue à vouloir prouver son innocence. Elle aurait pu être anéantie par un verdict dur et contraire à sa vérité à elle. Elle est au contraire dans la continuation du combat. On va former un pourvoi en cassation, on va jusqu'au bout se battre. Ce pourvoi en cassation est rejeté un peu moins d'1 an après ce procès en appel de Draguignan. Marie-Hélène Martinez ne lâche rien. Dernièrement, ses avocats ont décidé de faire un recours devant la Cour européenne de justice. C'est l'histoire d'une mère accusée d'avoir empoisonné ses 3 enfants. Dès le départ, c'est le regard il était posé sur moi. Que ça soit ma famille, que ça soit le service hospitalier, et puis de toute façon, le lendemain, j'étais vue comme une pestiférée. Nathalie serait atteinte du syndrome de Munchausen par procuration, une forme rarissime de maltraitance parentale qui fait d'elle le suspect numéro 1. Chez les enquêteurs, ça fait tilt. Pour eux, maintenant, c'est limpide. On avait une situation inexplicable, et maintenant, on a un syndrome qui expliquerait tout. Son procès s'est ouvert en octobre 2011 devant les assises d'Aix-en-Provence. Car des mois d'enquête n'ont pas suffi à résoudre tous les mystères de l'affaire des enfants empoisonnés. En ce jour de la Saint-Sylvestre, Nathalie s'apprête à fêter la nouvelle année en famille. Mais ce 31 décembre 2006, son petit garçon de 2 ans ne se sent pas bien. On le sent un peu vaseux, avec des yeux un peu gonflés, mais comme il avait une bronchiolite suraggravée, donc on pensait que ça venait de là, tout simplement. C'est le 31 décembre, ils ne sont pas arrivés à joindre le médecin traitant. Et c'est pour ça qu'ils partent à l'hôpital. Le médecin de famille absent, Nathalie et son compagnon Gérard décident d'emmener leur fils aux urgences pédiatriques d'Aix-en-Provence. L'enfant est rapidement pris en main par l'équipe médicale qui constate que le petit garçon
est mal en point. De prime abord, l'enfant, il souffre d'une bronchiolite aiguë. C'est la saison, on est au mois de décembre. Sauf qu'il a quand même des symptômes qui alertent l'équipe médicale. Par exemple, il a des troubles de la conscience, des endormissements, mais il a aussi un rétrécissement de la pupille qu'on appelle un myosis. Et là, ça alerte un petit peu l'équipe médicale. Des symptômes étranges. Et les médecins ne parviennent pas à établir de diagnostic. En fin de journée, Gérard reste à l'hôpital pour y passer la nuit avec son fils. Nathalie, elle, rentre chez eux. C'est lui qui reste là-bas et moi je suis restée un peu avec lui et après je suis rentrée rejoindre mes autres enfants qui m'attendaient à la maison. Vers 19h, Nathalie quitte l'hôpital. Elle retrouve sa fille aînée de 13 ans qui est restée s'occuper de son petit frère et de sa petite sœur. Dès le lendemain matin, Nathalie retourne aux urgences. Son enfant va mieux. Mais par précaution, les médecins lui demandent d'aller chercher son nourrisson de 8 mois pour lui faire passer un examen de routine. Elle amène son bébé pour s'assurer que son bébé n'a pas été atteint également par la bronchiolite, s'agissant d'une maladie infantile contagieuse. Vers 21h, Nathalie arrive à l'hôpital avec son nourrisson. Le personnel médical va en effet confirmer que le petit bébé a bien la bronchiolite, mais que par contre ce n'est pas extrêmement grave, ça ne mérite pas une hospitalisation et donc pas de difficulté, elle peut retourner chez elle avec son bébé. Mais Nathalie préfère rester à l'hôpital auprès de son mari et de son fils, toujours hospitalisés. Lorsqu'une heure plus tard, vers 22h30, l'état de santé de son nourrisson va subitement se détériorer. Mon fils est endormi dans mes bras comme un bébé qui s'endort tout simplement. Et après j'ai vu que la façon, quand je le bougeais dans les bras et que quand je voulais partir, sa tête elle partait en arrière, alors qu'un bébé en principe, quand on le soulève, du plus ou moins, il ouvre un peu les yeux. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, il y a un problème, je suis repartie. J'ai dit, est-ce que vous pouvez regarder mon fils parce que je trouve qu'il a un sommeil qui n'est pas normal. L'équipe médicale place le bébé sous surveillance dans une chambre, à part. Inquiète, Nathalie reste à son chevet. Moi, je suis restée avec mon fils. Et là, il lui avait mis un genre de pince pour voir la respiration quand on respire. Et là, moi, je me suis aperçue que ça descendait, parce que c'était à 95, et c'est descendu à 20. Et moi, j'ai vu mon fils qui ne respirait plus. Tout va s'enchaîner très rapidement, c'est-à-dire que le bébé de 8 mois va développer les mêmes symptômes que son frère aîné de 2 ans, difficultés respiratoires, mais aussi troubles de la conscience, somnolence incontrôlée, myosis, rétrécissement des pupilles, et le bébé de 8 mois va très rapidement s'enfoncer jusqu'à faire un premier arrêt respiratoire, un deuxième arrêt respiratoire, un troisième arrêt respiratoire. Le nourrisson est plongé dans un coma profond. Il présente des symptômes peu ordinaires pour un si jeune bébé. Il faut agir vite. Des analyses urgentes sur le sang prélevé immédiatement sur l'enfant révéleront la présence de morphine, et donc l'enfant ne pourra être sauvé que grâce à l'injection d'un antidote morphinique. Il est évident que sans cette intervention, le jeune bébé de 8 mois serait décédé. Le bébé est sauvé, mais le diagnostic est inquiétant. Il faut savoir que la morphine, c'est un produit qu'on ne prescrit pas, qu'on ne donne pas à des enfants de moins de 6 ans. C'est très dangereux. Donc c'est une anomalie pour le corps médical de trouver de la morphine dans le sang d'un enfant. Les médecins font très vite le lien avec son frère hospitalisé la veille. Des tests approfondis sont alors réalisés sur les 2 enfants et les résultats sont pour le moins surprenants. Vont se rendre compte qu'il y a absorption de morphine pour les 2 enfants. Non seulement il y a de la morphine donc, dans le sang des 2 enfants, mais qu'en plus c'est à des taux de concentration très élevés puisque le garçon de 2 ans a un taux de morphine 4 fois supérieur à une dose thérapeutique. Et ce qui fait peur, c'est que le bébé, lui, a une dose 10 fois supérieure à la dose thérapeutique qu'on aurait pu prescrire. Ces 2 enfants intoxiqués à la morphine, Nathalie a du mal à y croire. À vrai dire, je ne savais pas trop où j'étais. Parce que moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a... Enfin, pas qu'est-ce qu'on a fait, parce qu'on n'avait rien fait.
Mais qu'est-ce qui nous arrive? Moi, j'étais perdue. De toute façon, je ne savais plus où j'habitais. Comment ces enfants ont-ils pu absorber de la morphine? C'est naturellement les parents que les médecins vont tout d'abord interroger. On m'a demandé s'il y avait quelqu'un qui se droguait chez moi. Et je leur ai dit non, pas du tout. Ils vont se tourner vers les parents et ils vont leur demander quels sont les médicaments que vous donnez à vos enfants. Allez les chercher, rapportez-les nous, parce que nous, on va regarder si dans ces médicaments, il y a des traces de substances morphiniques. Ils cherchent à savoir d'où peut provenir la morphine dans le sang de ces deux enfants. Nathalie se charge de rapporter les médicaments. Les médecins les analysent, mais aucun ne contient de substance morphinique. Mais alors comment ces enfants ont-ils pu en absorber? Les parents ne l'expliquent pas. Les médecins n'ont donc pas le choix. Ils décident de faire un signalement. Nous sommes dans l'obligation d'avertir le procureur. Nous, on a dit allez-y, il n'y a pas de souci. Quand on a raison au projet, on ne va pas... Nous, on a dit allez-y, faites. Mais on ne pensait pas qu'il allait se passer tout ça. L'hôpital passe la main au procureur. Et face à la gravité de la situation, une enquête est ouverte. Une enquête pour tenter de comprendre comment de si jeunes enfants ont pu absorber de la morphine. Huit jours après l'hospitalisation des deux jeunes garçons, la brigade de recherche d'Aix-en-Provence débute son enquête. La première démarche est de se rendre immédiatement, bien entendu, au domicile de cette famille. Nathalie et Gérard vivent au cœur des vignes, près d'Aix-en-Provence, avec leurs 3 enfants en bas âge et 2 adolescents que Nathalie a eus d'un précédent mariage. Nous prenons contact avec les parents, Nathalie et Gérard, qui, dans un premier temps, ne peuvent donner aucune explication sur le fait que leurs enfants aient été intoxiqués à la morphine. Mais les gendarmes trouvent rapidement une première piste. Nous prenons contact avec le médecin de famille qui nous donne une information importante selon laquelle le père, Gérard, en courant de l'année 2006, s'est fait prescrire pendant plusieurs mois un antidouleur puissant. Il s'agit du Moscontin, dont le principe actif est la morphine. Un médicament à base de morphine pour calmer un mal de dos dont souffre Gérard depuis plusieurs mois. Un médicament puissant qu'il ne supporte pas bien. Il en avait pris 1 ou 2 fois, mais comme ça lui avait fait du mal, donc il a décidé de l'arrêter. Les enquêteurs vont perquisitionner la maison du couple à la recherche de ces boîtes de Moscontin. On ne va pas retrouver de boîtes de médicaments chez lui. Donc on va se demander où est-ce qu'elles ont bien pu passer. Il indiquera en avoir donné une boîte à sa mère qui travaillait dans une maison de retraite à Marseille. Il indiquera en avoir donné une plaquette à sa belle-sœur qui souffrait de mal de dos. Mais au final, on ne sait pas ce que sont devenues toutes les autres boîtes de Moscontin. Gérard, lui, a toujours affirmé s'être entièrement débarrassé de ce médicament. Mais les enquêteurs profitent de cette perquisition pour ne pas repartir les mains vides. Nous récupérons ainsi au domicile tous les aliments infantiles, que ce soit les poudres, que ce soit les laits, que ce soit tous ces éléments-là. Nous récupérons également les biberons. D'accord ? Et tous ces aliments seront examinés par le laboratoire de police scientifique de Marseille, qui ne détectera dans tous ces objets saisis aucune trace de morphine. Le lendemain de la perquisition, les enquêteurs font examiner tous les enfants du couple. Des prélèvements sanguins, urinaires, mais aussi capillaires sont effectués. Et les résultats sont alarmants. Ce laboratoire nous indique que non seulement les 2 jeunes garçons ont été exposés à la morphine, mais également leur sœur un peu plus âgée. On trouve des traces de morphine dans ses cheveux. Un 3e enfant aurait donc été intoxiqué à la morphine. Les expertises vont permettre d'en savoir encore un peu plus. Un des experts va indiquer que cette prise morphinique se situerait entre la mi-novembre 2006
et janvier 2007, et que les enfants auraient été exposés de 1 à 5 fois. 3 enfants empoisonnés, des absorptions répétées, ces nouveaux éléments orientent les enquêteurs. Cet aspect répétitif des intoxications devient de plus en plus incompatible avec le caractère accidentel. Pour les gendarmes, les enfants ont donc été volontairement intoxiqués. Et les résultats de l'expertise vont permettre de définir l'heure et la date d'absorption de morphine chez les 2 garçons. Ainsi, le petit de 2 ans aurait ingéré le médicament le matin du 31 décembre. On part du principe, dans l'enquête, que l'administration serait plutôt déroulée vers 9h, 9h30 du matin, heure à laquelle la famille était présente. Il y avait le père, il y avait la sœur aînée qui était là, la maman était là. Quant au bébé de 8 mois, ce n'est que le lendemain, le 1er janvier, qu'on lui aurait administré ce calmant hyper puissant. Nous établissons, de manière quasi formelle, que ce médicament lui a donc été donné après 21h. 21h. Qui était avec le bébé à ce moment-là? Les enquêteurs vont procéder par élimination. Ils vont éliminer le fils aîné qui n'était pas là pendant ces fêtes de fin d'année. Et très rapidement, les enquêteurs vont écarter aussi le père des enfants. Il est resté à l'hôpital d'Aix le 1er janvier, de manière continue, de 14h30 jusqu'à ce que Nathalie arrive avec le bébé après 21h. Donc, à 21h, créneau d'administration de la morphine, Gérard n'était pas avec son bébé de 8 mois. Pour les gendarmes, il ne reste plus alors que 2 personnes susceptibles d'avoir administré la morphine. Nathalie, la mère des enfants, et sa fille, une adolescente de 13 ans. On sait qu'il lui a été donné à partir de 21h. On a vu que la maman est arrivée à l'hôpital d'Aix-en-Provence à 21h18. Il faut environ une trentaine de minutes de temps de trajet entre le domicile parental et l'hôpital d'Aix-en-Provence. Donc à 21h, le bébé de 8 mois est en contact d'une seule personne, c'est sa mère. Et à ce moment-là, sa mère est en train de l'amener à l'hôpital. Les soupçons se resserrent désormais sur la mère. Et un témoignage va venir conforter les enquêteurs, celui de sa fille aînée. L'adolescente de 13 ans que nous avons entendue nous donne une version contradictoire, puisqu'elle nous dit que quand sa maman est rentrée à la maison le soir de l'hospitalisation du bébé, un de ses premiers gestes a été de jeter des médicaments. Et puis, elle reviendra sur cette déposition en disant qu'elle a été mal comprise, elle a été mal entendue, parce qu'en réalité, lorsque sa mère revient, dans la nuit, elle dort. Un témoignage accablant, mais fragile. Pourquoi cette mère de 5 enfants aurait-elle voulu empoisonner ses petits? Et surtout, pourquoi les aurait-elle emmenés à l'hôpital? C'est en cernant de plus près le profil psychologique de Nathalie que les enquêteurs vont trouver des réponses. Dans le cadre de l'enquête, les gendarmes font appel à un expert psychiatre. Dans un premier temps, Nathalie étonne par son caractère exubérant et égocentrique. Ce qu'on constate, c'est qu'au fur et à mesure de l'enquête, et déjà dans le cadre de notre entretien, que le personnage central qu'elle met en scène, ça n'est pas l'enfant malade, c'est elle. Et le rapport final de l'expertise est pour le moins inattendu. Nathalie souffrirait d'un syndrome rarissime, le syndrome de Munchausen par procuration, une forme très particulière de maltraitance parentale. Le syndrome de Munchausen par procuration, c'est celui de la mère courage. C'est-à-dire que la mère, elle va susciter, créer ou bien aggraver des symptômes chez son enfant pour ensuite le conduire à l'hôpital et passer pour une mère qui se dévoue, une mère courage, susciter l'admiration de son entourage sur son dévouement, mais aussi également pour se faire plaindre. Donc c'est une mère qui fait du mal à ses enfants
pour améliorer son image. L'avantage de provoquer une pathologie induite chez un enfant, c'est que, évidemment, la personne qu'on va le plus le plaindre, en dehors de l'enfant, c'est la maman qui est là au chevet de l'enfant. Un syndrome méconnu en France, mais que les enquêteurs prennent très au sérieux. Cette mère intoxiquerait ses enfants à la morphine pour ensuite les conduire à l'hôpital et passer pour une mère courage qui se dévoue pour ses enfants et pour se faire plaindre. Donc on a là une explication. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a une véritable explication, une justification à l'intoxication de ces 3 enfants. Dans l'esprit des enquêteurs, le syndrome devient un vrai fil rouge, un diagnostic accablant pour Nathalie. Dans ses conclusions, l'expert indique qu'il y a un réel danger à ce que la mère reste au contact de ses jeunes enfants. Donc nous communiquons immédiatement cette information au parquet d'Aix-en-Provence, qui saisit le juge des enfants, lequel prononce une ordonnance pour que les enfants soient retirés du domicile parental. Accompagnés d'assistantes sociales, les gendarmes sont chargés de cette délicate opération. Je ne vous cache pas que ça a été très pénible, ça a été extrêmement pénible. Forcément, les parents ne comprenaient pas. Donc il a fallu beaucoup palabrer, nous avons usé de beaucoup de diplomatie, notamment en indiquant que c'était vraiment pour le bien-être des enfants et qu'il fallait les protéger, il fallait les retirer du domicile, les protéger, tant que nous, enquêteurs, nous ne pouvions pas répondre à la question fondamentale, comment les enfants ont-ils pu être empoisonnés? Une journée que Nathalie a encore du mal à oublier. Là, oui. Là, c'est dur. C'est dur parce qu'il n'y a plus personne. C'est dur dans le sens où vous savez que, voilà, vous n'allez plus les voir. Enfin, vous n'allez plus les voir. On vous les prend. Vous savez pas ce qui va se passer après du tout. Hein. Parce qu'ils rigolent pas. Hein. Quand ils arrivent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils ont l'ordre de vous les prendre et ils vous les prennent. Les 3 jeunes enfants et l'adolescente de 13 ans sont aussitôt emmenés dans un foyer d'accueil à Martigues. Et une semaine plus tard, Nathalie est placée en garde à vue. Pendant toute sa garde à vue, elle niera avoir donné de la morphine à ses enfants. Les derniers jours, ils ont fait venir mon mari et mon fils, l'aîné, pour venir me parler justement, pour me poser des questions, pour me demander si c'est moi ou si c'était pas moi. Ils ont joué un peu sur ça. Moi, je regardais mon fils et j'ai dit, si je te dis que c'est pas moi, c'est que c'est pas moi. Et mon fils, il a osé regarder en leur disant, si ma mère me dit que c'est pas elle, moi je la crois. Nathalie est mise en examen pour tentative d'empoisonnement sur ses 3 enfants. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Je me suis retrouvée là-bas. D'abord, je me suis dit, qu'est-ce que je fous ici, hein? Mais moi, j'ai dit, ils vont me faire sortir, c'est juste 2-3 jours. Et après, ils vont me faire sortir. Mais non, c'était bien réel. Hein. Après 15 jours de détention, Nathalie obtient une libération conditionnelle. Placée sous contrôle judiciaire, elle ne peut pas récupérer ses enfants. Pendant 6 mois, Nathalie ne peut leur rendre visite que 2 fois par semaine au foyer d'accueil. Une situation devenue insupportable. J'ai dit, bon, vu qu'entre guillemets, c'est moi la méchante, et que mon mari a ni accusé, ni soupçonné, ni quoi que ce soit, je m'en vais de la maison, de chez moi, et vous rendez mes enfants à mon mari, et moi je vais habiter chez ma mère. Et au bout de 15 jours, l'avocat des enfants qu'on avait pris a téléphoné à mon mari en disant, vous pouvez aller chercher vos enfants le 12 juillet 2007. Et moi je suis partie de chez moi le 11 juillet 2007. Pour que mon mari puisse récupérer les enfants, il est allé les chercher. Nathalie s'installe alors à Marseille, chez sa mère, en attendant son procès. Un procès qui va s'ouvrir seulement 4 ans plus tard, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Nathalie encourt alors la réclusion criminelle à perpétuité. Lorsque Nathalie entre dans la cour d'assises, cette mère de 42 ans redoute d'être à jamais séparée de ses enfants. Elle a été extrêmement émue quand elle est rentrée dans cette salle de la cour d'assises.
cette solennité à tel point qu'elle n'arrivait même pas à répondre à la première question du président, qui était de lui demander son nom. Elle n'arrivait pas à décliner son identité. Nathalie n'est pas seule. Assis derrière elle, le père des 3 enfants et ses 2 aînés font bloc. En face, sur les bancs des partis civils, la Perse, une association d'aide aux victimes, qui représente les enfants. La première réaction, c'est de dire, dis donc, qu'est-ce qu'elle est sur la défensive, cette dame, et donc elle nous donne une opinion assez défavorable d'elle-même. Les premiers témoins montent à la barre, à commencer par le directeur d'enquête. Je leur explique quand, qui, comment, mais je ne peux pas leur dire pourquoi. Et c'est frustrant, c'est frustrant. Et donc je conclus mon exposé en disant au juré, écoutez, s'il y a une explication, elle est certainement à chercher dans le domaine psychiatrique que je ne maîtrise pas, et donc à partir de ce moment-là, je passe le témoin aux experts psychiatriques. Et c'est au tour des experts psychiatres de venir dresser le portrait de Nathalie. Très rapidement, pour les jurés, c'est la confusion, car les 3 experts ne s'accordent pas sur le diagnostic. Nathalie est-elle réellement atteinte du syndrome de Munchausen par procuration? Pour le docteur Tirode, il est évident chez Nathalie. Il est évident, c'est d'ailleurs ça qui va faire que l'enquête va très rapidement prendre forme. On va voir arriver ensuite le docteur Prat, qui n'y croit absolument pas. Et puis, quand le docteur Guéda, ça c'est ce qu'il met dans son rapport, quand il arrive à la barre, on a le sentiment qu'il vient vous dire qu'il s'est trompé. Il vient vous dire que le syndrome de Munchausen, là, en l'état, n'existe pas. Tous les proches de Nathalie sont unanimes. Pour eux, c'est une excellente mère qui manque à ses enfants. Gérard va dire « Je ne la crois pas capable de faire quelque chose comme ça. On était une famille, certes avec les soucis, mais les soucis d'une famille, on était bien, et cette histoire est venue tout chambouler. » Confrontée aux questions de l'accusation, Nathalie conteste la tentative d'empoisonnement sur ses enfants, avec beaucoup de vigueur et beaucoup d'émotion. Elle va utiliser des mots qui sont ceux d'une mère qui aime ses enfants. Elle va dire « Moi, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir les gronder parce qu'ils n'ont pas rangé leurs pantoufles. » Et à plusieurs reprises, elle va se mettre à sangloter et à pleurer. Et avec beaucoup de sincérité aussi, elle va, mordicus, dire qu'elle n'a jamais empoisonné ses enfants et qu'elle ne le fera jamais. Au fur et à mesure des témoignages, le doute s'installe chez les jurés. Il y a, à un moment donné, des probabilités, mais vraiment, il n'y a rien qui pouvait démontrer qu'elle ait empoisonné les enfants. D'autant que pour le président, un autre membre de la famille peut être à l'origine de l'intoxication, la fille aînée de Nathalie, car l'adolescente s'occupait de ses frères et sœurs comme une deuxième petite maman. Elle s'en occupait beaucoup pour soulager sa maman. Elle les habillait, elle leur donnait le bain, elle leur confectionnait les repas, elle leur donnait les repas. Alors, à quelques minutes des délibérations, le président pose une ultime question à l'accusé. Je vous demande une dernière fois, est-ce que c'est vous ou votre fille qui avez intoxiqué vos enfants avec de la morphine? Et là, Nathalie va être très claire, non, ni l'une, ni l'autre. Au terme de 2 heures de délibération, le président prend la parole pour annoncer le verdict. Madame, vous êtes acquittée au bénéfice du doute, parce qu'on ne saura jamais si c'est vous ou si c'est votre fille. Innocentée, Nathalie quitte la salle au bras de son fils aîné. Donc acquittée, ça c'est un soulagement. C'était, tu vas récupérer tes enfants, tu vas pouvoir aller leur prendre à la douche, les amener à l'école, voir les maîtresses, voir si ça va pas. Une vie de famille normale, sans, et je sais qu'on ne me les enlèvera plus. Enfin libre, Nathalie est heureuse. Mais n'oublie pas ces 4 années traumatisantes. On me dit il faut oublier, c'est impossible d'oublier, impossible. On vous a levé vos enfants, on vous a éloigné de votre famille, on vous a sali. Un goût amer, mais beaucoup d'espoir.
Car avec ce verdict, Nathalie peut vivre à nouveau avec ses 5 enfants. Elle a pu regagner sa maison et sa vie d'avant, où elle reprend peu à peu sa place de mère de famille. C'est une histoire de femmes et de poison. 3 femmes surnommées les empoisonneuses des collines. Ces gentilles personnes arrivent avec un gâteau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la crème qui est déposée sur ce gâteau est en fait empoisonnée. Une mère, sa fille et sa compagne, qui auraient préparé un gâteau empoisonné. Des femmes qui voulaient soutirer à un vieux couple d'amis un magot qui n'existait pas. 3 femmes qui, ce jour de mars 2009, sont parties, leur pâtisserie à la main, exécuter leur plan diabolique chez Daniel et Mathilde BH. Le couple sera retrouvé mort. C'est un lundi de printemps. Comme tous les lundis, Janine se rend chez Daniel et Mathilde BH. Chaque début de semaine, elle vient faire le ménage chez ce couple de retraités presque invalides, un couple qui vit dans une maison isolée en rase campagne dans les Ardennes belges, en dehors du village d'Anvin. Mais ce matin-là, lorsque Janine frappe à la porte, personne ne répond. Aucun bruit. La femme de ménage, elle cherche un passage, elle contourne le jardin et elle s'aperçoit que par derrière, en tout cas, on peut accéder à la maison, ce qui est aussi tout à fait inhabituel. Donc elle rentre dans la maison et là, elle trouve le corps de monsieur et de madame BH. Alors monsieur BH, lui, est allongé sur le flanc, la tête repose contre le sol. Par contre, madame BH, elle, est allongée sur le dos. Visiblement, il porte des traces de violence, donc ça inquiète très vite cette dame qui appelle les secours immédiatement. Quelques heures plus tard, la famille stupéfaite apprend la mort du couple. Et ce jour-là, nous n'étions au courant de rien, nous savions juste qu'il s'était passé quelque chose à Anvin, que Daniel et Mathilde étaient décédés. Mais nous ne savions rien sur les faits. Nous avons pensé tout d'abord à un incendie. Pour nous, voilà, il fallait une explication. Qu'est-ce qu'il s'était passé ? Daniel BH et sa femme Mathilde sont des enfants du pays. Daniel a même un surnom que tout le monde connaît, le Baron, car toute sa vie, il a travaillé comme jardinier au château du village. Daniel, c'était quelqu'un qui avait une prestance très imposante de par sa stature. Il était très grand et assez costaud. Il aimait bien être reçu comme un roi et il recevait aussi comme un roi. Un couple connu, mais un couple sans histoire. Un couple de retraités que les policiers découvrent assassinés. On a appris très vite, par la médecine légale, que les 2 victimes auraient été étranglées. Étranglés, dans leur propre salon. Pourtant, Daniel et Mathilde BH sont des gens prudents, très vigilants. Des retraités fragiles qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir leurs portes à tout le monde. Étant méfiant, il ne recevait pas des gens qu'il ne connaissait pas, mais bien des gens avec qui ils avaient des liens d'amitié ou qu'ils connaissaient depuis longtemps. Alors, qui a donc pu pénétrer chez les BH? À qui le couple a-t-il ouvert sa porte? Grâce aux voisins, les policiers vont vite découvrir que ce jour-là, la veille de la découverte des corps des BH, ils n'étaient pas seuls dans leur maison. Très vite, on a pu apprendre qu'ils attendaient une visite pour le dimanche après-midi. J'ai vu 2 vélomoteurs avec 3 personnes qui descendaient ici la route. Cet après-midi-là, les BH ont donc des invités. Des invités que Marie-Jo, la voisine, entrevoit quelques instants dans leur salon. Elle est en effet passée à l'improviste pour déposer un bouquet de fleurs au couple de retraités. Il y avait effectivement une dame qui était là, qui buvait de la bière. Il y avait d'autres personnes, quelqu'un dans la cuisine que j'entendais mais que je n'ai pas vu, et quelqu'un dans le jardin que j'avais vu en arrivant, mais qui ne s'est pas montré non plus. Plusieurs personnes qui la mettent très vite mal à l'aise.
La personne qui était là présente ne m'inspirait pas trop confiance. Elle avait un peu l'air spécial, donc je ne suis pas restée, prétextant que je travaillais au jardin pour pouvoir repartir aussi vite. Ces invités sont des femmes. 3 femmes dont les enquêteurs obtiennent très tôt un signalement assez précis. On parle très rapidement de 3 dames qui doivent venir de René, une mère avec sa fille et l'épouse de sa fille. 3 femmes venues du village voisin. Jacqueline Derth, sa fille Isabelle, et Mélissa Fruit, la compagne d'Isabelle. 3 drôles de dames. Mélissa et Isabelle vivent ensemble à René, à 8 km du couple BH. En moins de 12 heures d'ailleurs après la découverte des corps, les 3 femmes sont interpellées à leur domicile respectif. Pendant l'interrogatoire, les 3 femmes vont avouer qu'elles étaient bien au domicile de Daniel BH et de sa femme Mathilde le dimanche 22 mars 2009. Les enquêteurs ont de bonnes raisons de penser que le trio n'est pas étranger à ce double meurtre. Les 3 femmes sont liées depuis longtemps au couple BH. Plus particulièrement 2 d'entre elles, Isabelle la fille et Jacqueline la mère. Voilà 30 ans qu'ils se fréquentent. Surtout d'ailleurs, Jacqueline la mère et Daniel BH. Régulièrement, ces 2-là se retrouvent dans des bistrots du coin pour faire un tiercé. En fait, elle faisait des tiercés pour Daniel BH, lequel fournissait l'argent pour les mises et lui disait que s'il y avait des gains, il partagerait les gains. Mais leur amitié ne s'arrête pas là. Jacqueline et Daniel sont intimes. Ils entretiennent des relations sexuelles, des relations rémunérées. C'était plus complexe que de la simple prostitution parce qu'en même temps, Jacqueline Derth bénéficiait aussi de la gentillesse de Daniel BH. Daniel connaît donc plutôt bien la mère, mais aussi la fille, Isabelle. Quand ils sont décédés, on a découvert une grande photo d'Isabelle Derth, une photo format A4, un portrait d'elle. Pour avoir une photo comme ça, Daniel devait avoir beaucoup d'estime pour cette personne. Les 2 femmes viennent donc régulièrement chez les BH. Un peu paumées, elles ont une vie de misère. Une situation qui touche le couple de retraités. Ils avaient certainement une tendance à prendre en pitié certaines personnes qui étaient dans le besoin et se lier d'affection avec ces personnes. Daniel les accueille donc volontiers chez lui. Pourtant, les 2 femmes ont une très mauvaise réputation. Jacqueline, la mère, traîne dans les bistrots de René. Sans emploi, elle vit de petits larcins et de prostitution. C'est quelqu'un qui a vécu une vie de détresse, avec des épisodes d'alcoolisme, des épisodes où on fréquente de jour en jour les cafés, et où finalement la préoccupation est de se lever le matin, de se poser la question de savoir comment on va faire pour manger, qu'est-ce que je vais faire peut-être pour me divertir, et en pensant que le soir on va se recoucher. Jacqueline élève seule sa fille Isabelle. Une femme aux allures de garçon, une jeune femme traumatisée par sa mère. Son enfance n'a rien été d'autre qu'une enfance de souffrance. Vous avez quelqu'un qui est trimballé par sa mère dans les cafés, qui est amené, nous dit le dossier, à être prostitué auprès de personnes qui sont beaucoup plus âgées. C'est quelqu'un qui, au plan psychique, est évidemment traumatisé par ces éléments-là. Ça, c'est ce qui caractérise sa personnalité, au point qu'elle en vient à nous dire « Penser à un homme me dégoûte ». Maltraitée par les hommes, Isabelle finit par choisir de vivre avec des femmes. Mais l'amour va la conduire en prison.
Elle est mise en cause pour le meurtre de son ex-compagne, Rosita. Elle n'aurait pas supporté un épisode où elle a développé des sentiments de jalousie, à savoir, selon sa version, qu'elle a retrouvé sa propre mère au lit avec celle qu'elle aimait plus que tout. Isabelle étrangle sa compagne. Elle a donc déjà tué. Un crime passionnel pour lequel elle est condamnée à 25 ans de prison. C'est là-bas qu'elle rencontre sa future compagne, Mélissa. Mélissa qui rend visite à une amie. Elles vont finir par se marier. Mélissa, la dernière pièce du trio, est là. Isabelle est libérée après avoir effectué un tiers de sa peine. À sa sortie, elle veut se reconstruire. Isabelle retourne vivre dans son village natal à Renay avec Mélissa, sa nouvelle compagne. Le couple vit à quelques kilomètres des BH. Et ces deux femmes ont besoin d'argent. Les deux femmes manquent d'argent. Dans le couple, Isabelle est seule à travailler. Elle fait des ménages et son salaire est très modeste. La mère d'Isabelle, elle, ne gagne rien. Les trois femmes doivent donc trouver une solution. Or, Daniel BH, le baron, a la réputation d'être plutôt généreux. On le décrit comme quelqu'un qui avait facilement recours à de menus présents, offrir une bouteille de vin, offrir un peu d'argent. Il aidait des gens qu'il considérait comme malheureux, notamment les trois femmes qu'ils avaient aidées à plusieurs reprises. Daniel les aide un peu, mais cela ne suffit pas. Car en sortant de prison, Isabelle va acheter cette maison. Très vite, elle ne peut plus payer. Sa mère, Jacqueline, vit toujours dans la misère. C'est alors qu'une idée émerge. Jacqueline Dert fantasme sur une grosse somme d'argent que cacherait le couple BH dans sa maison. Jacqueline, qui connaît les victimes depuis de très nombreuses années, refile un petit peu le tuyau en disant il y a 50 000 € là-bas et donc on se concerte et chacun a son petit rôle et on prépare ce vol. Une idée machiavélique germe dans l'esprit des trois femmes. Elles imaginent toutes les trois la fabrication d'un gâteau très spécial. Un cake bourré d'anxiolytiques, de calmants et de somnifères. Une pâtisserie avec une centaine de comprimés aux effets puissants, pilés, réduits en poudre, puis incorporés avec minutie dans le nappage. Un gâteau comme un plan qu'elles vont mettre au point pendant plusieurs semaines. D'ailleurs, un voisin aura l'occasion 2 semaines avant le décès des BH de goûter à l'un des essais de ce gâteau, un petit morceau qui va le rendre malade. Donc moi j'ai mangé mon quartier de tarte, j'étais tout de suite après leur entrée, et je me suis effondré, paraît-il. Je ne me souviens plus de rien. Je ne vais pas dire qu'on l'a fait pour empoisonner, on m'a voulu surtout m'endormir, pour avoir le temps de chercher et de trouver. De chercher quoi et de trouver quoi? Ah ben ils ont trouvé mes 30 000 francs. Hein. 30 000 francs belges, soit 800 € qui auraient disparu au réveil de cet habitant de Renay. Dans cette affaire, un non-lieu sera prononcé, mais le scénario est étrangement similaire à celui que les trois femmes ont imaginé pour le couple BH. Une fois que le goûter du couple BH est prêt, il n'y a plus qu'à leur rendre visite, leur servir une part de gâteau, attendre qu'ils s'endorment et voler leur magot. Ce dimanche 22 mars 2009, en début d'après-midi, les trois femmes partent de Renay sur 2 mobylettes. Le gâteau empoisonné calé à l'arrière, le trio prend la direction du village d'Anvin, où habitent les BH. Jacqueline, Isabelle et Mélissa sont en route pour endormir le couple et dérober ce qu'elles imaginent être un magot de 50 000 €. Mechtilde Plume et Daniel BH reçoivent la visite de ces trois femmes
qu'ils connaissent depuis bien longtemps et en qui ils ont une totale confiance. Le couple leur ouvre la porte et les fait entrer, comme à leur habitude. Les 3 femmes leur servent 2 belles parts de gâteau avec le nappage empoisonné. Monsieur BH, lui, s'assied dans son fauteuil pour regarder la télévision. Il s'endort très très vite. Madame BH résiste mieux aux médicaments. À un moment donné, elle est emmenée par Isabelle Dert et Mélissa Fruit vers la cuisine sous prétexte de lui faire prendre l'air. Car si Daniel s'endort sous l'effet puissant des somnifères, Mathilde, elle, n'a mangé du gâteau qu'avec parcimonie. Pas suffisamment pour s'endormir et permettre aux 3 femmes de commettre leur vol en toute tranquillité. C'est à ce moment-là que la tension monte. Le plan des 3 femmes ne se déroule pas comme prévu. J'étais avec mon mari dans la véranda et nous avons vu 2 femmes derrière, là. L'une qui fumait sa cigarette et l'autre, qui ont été là peut-être 1 minute, pas beaucoup plus, 1 minute ou 2, et puis qui sont repartis à 2 vers la maison. Dans les minutes qui suivent, un drame se noue derrière les murs de la maison des BH, sans que les policiers ne sachent exactement comment la scène s'est déroulée. Les 2 personnes portent des traces de violence qui sont visibles immédiatement, notamment au niveau du visage. Donc la dame porte quant à elle des traces de coups sur la figure, du sang s'écoule de ses oreilles. Alors qu'ils sont drogués, sans défense, Mathilde et Daniel BH sont battus, frappés à plusieurs reprises. Mathilde, l'épouse, est visiblement interrogée afin qu'elle confie son secret, l'endroit où sont cachés les 50 000 € tant espérés. La vieille dame aurait-elle refusé de coopérer? L'issue de l'interrogatoire, en tout cas, lui est fatale. Madame BH a été tuée apparemment à l'aide d'un lien, par strangulation, tandis que Monsieur BH aurait été étranglé manuellement quant à lui. Bien au-delà d'être un dossier d'empoisonneuse, c'est surtout 2 étranglements mortels dans ce dossier qui constituent le caractère terrible des actes qui ont été commis. Face aux policiers, Jacqueline, Isabelle, mais aussi Mélissa reconnaissent toutes les 3 avoir été présentes au moment du meurtre. Reste une question, qui a fait quoi? Qui a étranglé Daniel BH et son épouse? Trois femmes, 3 empoisonneuses. Sont-elles toutes coupables ou n'y a-t-il qu'une seule étrangleuse? Qui de Jacqueline, Isabelle ou Mélissa a achevé Daniel BH et son épouse de ses propres mains? La grande question pendant ce procès, c'est qui a tué effectivement le couple de septuagénaires. Pendant plusieurs mois, la police va auditionner les 3 suspectes. Donc on a entendu à plusieurs reprises Jacqueline Dert, Isabelle Dert et Mélissa Fruit. On a eu des déclarations qui ont été très contradictoires. Pendant les 2 ans et demi en attendant le procès, les 2 filles portaient l'accusation sur la mère portait l'accusation sur les 2 filles. Aucun remords pendant tout ce temps-là, mais elle se jetait la balle. Des mois d'interrogatoire sans résultat. Aucune des 3 femmes n'avoue être l'assassin. Isabelle et sa compagne Mélissa assurent que ce ne sont pas elles, qu'elles n'ont pas tué le couple BH. Elles vont dire toutes les 2, on était venus aussi pour voler, il était bien prévu qu'il y ait un empoisonnement et qu'on endorme ces personnes, mais nous on n'avait pas l'intention de les tuer. Isabelle Dert dira « je suis montée à l'étage pour fouiller », et c'est pendant que j'étais à l'étage que ma mère qui avait trop bu a étranglé ces 2 personnes. Quand je suis descendu, j'ai juste vu Mélissa qui était choquée, je l'ai pris par la main et on est parti avant Jacqueline Dert. Jacqueline, la mère, et Mélissa, la compagne, auraient donc été seules dans la pièce au moment du meurtre. Mélissa affirme que ce n'est pas elle qui a étranglé les BH. Mélissa Fruit de dire « moi j'étais là, j'ai tout vu, mais j'étais paralysée par la peur. C'est Jacqueline Dert qui a étranglé ces 2 personnes. » Jacqueline Dert, elle, accuse sa fille et sa compagne d'être les meurtrières. Elle
serait innocente. Elle va dire oui, quand j'ai vu que les choses tournaient mal et que Mélissa Fruit et Isabelle Dert ont commencé à étouffer ou à étrangler les époux BH, je vais prendre mes jambes à mon cou et je vais partir. Et je pars en premier. Des accusations, des contradictions, des incohérences, le procès ne permettra pas de comprendre comment s'est déroulé le drame. Donc que s'est-il passé exactement? Qui a fait quoi? On demeurera toujours dans l'attente de ces explications. Elles ne viendront jamais. Mais Simone, l'une des voisines des BH, a une autre version. Le jour du crime, elle a passé l'après-midi sur sa terrasse qui donne sur la maison des BH. Elle assure que les 3 femmes sont reparties ensemble du domicile du couple de retraités. On les a vus repartir vers 18h à 3. 2 vélomoteurs avec un vélomoteur avec 2 femmes et un vélomoteur avec une. Si les déclarations et les témoignages n'expliquent pas ce qui s'est passé, l'enquête scientifique, en revanche, va révéler comment les victimes ont été étranglées. Grâce au prélèvement effectué par la police technique et scientifique, on a pu retrouver autour du cou des 2 victimes des fibrilles de cuir. Des fibrilles de cuir provenant d'une ceinture qui aurait servi à étrangler Mathilde BH. Les enquêteurs vont aussi découvrir des morceaux de tissu qui vont accabler Jacqueline Dert. Sur M. BH, un nombre important de fibrilles de coton rouge a été également retrouvé. Par les perquisitions qui ont été effectuées dans les domiciles des 3 suspects, on va retrouver une série de vêtements rouges et un polo rouge porté par Jacqueline Dert le jour des faits va se révéler être le polo qui a laissé les traces de fibres de coton rouge sur le corps de M. BH et sur le corps de Mme Mechtilde de Plume. Devant ces preuves, le jury de la cour d'assises condamne Jacqueline Dert à 25 ans de réclusion criminelle pour le double meurtre de Daniel BH et de son épouse Mathilde. Isabelle, la fille, repart une nouvelle fois en prison, condamnée à 17 ans pour vol avec violence. Quant à Mélissa, la compagne d'Isabelle, elle écope de 12 ans de réclusion pour les mêmes faits. Le procès aura également permis de découvrir que les 50 000 € que pensaient trouver les 3 empoisonneuses n'ont jamais existé. Les 3 femmes n'ont trouvé que quelques centaines d'euros dans la maison des victimes. Daniel et Mathilde BH sont donc morts pour un butin dérisoire.